Sunday Night Production. Dans cet épisode, on reçoit la triathlète Léonie Perriot, tout juste vice-championne de France de cross. On reçoit également Mickaël Gras. On débriefe de cette édition 2024 des France de cross. Et on fait un point sur nos meilleures chances de médaille et nos qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris. Bref, un programme haut en couleur. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui nous vous proposons un épisode exceptionnel enregistré depuis Tarn à l'occasion des championnats de France de cross-country, l'une des épreuves les plus prestigieuses de l'athlétisme, et nous allons dans quelques instants recevoir celles et ceux qui ont fait le show aujourd'hui durant ces France de cross. Nous allons également vous proposer quelques reportages en immersion depuis ces championnats de France de cross et avant toute chose, ce que je vous propose c'est qu'on débriefe de cette édition assez pleine de surprises. Et pour nous aider à débriefer de ces crosses, j'ai le plaisir d'accueillir Patrice Binelli, responsable running et cross au sein de la Fédération française d'athlétisme. Patrice, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre un petit peu de ton temps pour débriefer avec nous des courses. Toi, tu les as suivies au plus près. Et cette année, une chose est sûre, on a eu du spectacle. Comment ça va ? Est-ce que tu as bien profité de tout ça ? J'ai bien profité de tout ça, j'ai les pieds un peu dans la boue, mais j'ai bien profité, c'était une belle édition, oui, tout à fait, mais comme les années précédentes. Alors, c'est vrai que l'année dernière, les championnats de France de cross-country avaient été marqués par une édition exceptionnelle enregistrée qui s'est déroulée à Carhaix en Bretagne. Alors, la Bretagne, pas se mentir, c'est un lieu qui est reconnu, connu pour être une terre de cross. Et c'est vrai que cette année, on était dans l'Occitanie. C'est pas forcément la région la plus connue pour le cross. Et on se demandait, est-ce qu'on allait avoir un parcours spectaculaire ? Est-ce que ça allait être un hippodrome ? Est-ce que ça allait être très roulant ? On ne savait pas trop à quelle sauce les coureurs allaient être mangés. Mais une chose est sûre, il y a eu du spectacle. Alors, une chose est sûre, il y a eu du spectacle. Bon, on savait qu'on allait avoir un parcours extrêmement difficile. La météo a rendu ces courses encore plus difficiles. C'est vrai qu'on a eu une édition qui va marquer les esprits. Alors, un parcours complètement atypique, puisqu'ici, là où on se trouve, là où ont lieu les championnats de France de cross, on est dans une ancienne mine de charbon. Il y avait d'ailleurs même des anciens engins d'extraction. C'était parfois, on se croirait même dans Mad Max. C'était assez impressionnant avec des plaines, une beauté quand même assez extraordinaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire du parcours ? Quelles étaient les difficultés particulières ? On parlait notamment de cette fameuse montée à 15%, je crois. C'est les rumeurs qui se disaient entre les coureurs. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Mais comment tu peux nous décrire un peu ce parcours de 2024 ? Alors effectivement, c'est un parcours assez atypique dans le sens où il y avait un dénivelé qui était très important. Régulièrement dans les crosses, les parcours sont variés, mais il y a rarement une côte aussi longue et aussi forte. Et forcément, ça a rendu la course difficile. Tous les athlètes qui ont reconnu le parcours samedi parlaient de cette côte qui allait être un point de passage très important dans la course. Mais un parcours qui a fait l'unanimité parce que tous les coureurs, vraiment, moi j'ai discuté avec des coureurs amateurs, des coureurs un peu plus professionnels, ils étaient unanimes. Ce parcours, il était exceptionnel. L'année dernière, on avait eu un show de Jimmy Gressier qui s'était bien bataillé pour la première place. Cette année, c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions. Est-ce que les élites allaient répondre présent, puisque tu n'es pas sans savoir qu'il y a un petit événement sportif cet été, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et donc on se posait la question finalement, est-ce que les meilleurs vont venir ? Et finalement, on avait quasiment tous les meilleurs coureurs fondeurs de France. Il en manquait quelques-uns, mais on était quand même bien servis. Globalement, qu'est-ce que ça change pour eux de venir ou pas ? Comment est-ce qu'ils ont arbitré le fait de venir ? Est-ce qu'ils l'intègrent ? Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de tout ça, toi qui connais bien ces athlètes ? Ce qui est sûr, c'est que pour un coureur, un titre de champion de France, une médaille au championnat de France de cross, c'est quelque chose d'extrêmement important dans une carrière. Donc tout athlète a envie au moins une fois d'être champion de France de cross. Il y en a qui l'ont été beaucoup plus, mais ça reste un passage obligé. Être champion de France de cross, c'est une vraie référence pour un coureur. Et comment ça s'intègre ? Là, on a vu par exemple, on a vu Mehdi Frère, on a vu Morad Abdouni qui était en lice, il y avait Félix Bourg, Abderrazak Charak. Comment est-ce que ça s'intègre dans une saison marquée par les Jeux Olympiques ? Alors,
C'est vrai que c'est un passage un petit peu compliqué, mais on sait que la période hivernale est plutôt propice à faire du travail foncier et par l'intermédiaire du cross, ça permet de garder le contact avec la compétition. Ça reste une compétition où tous les athlètes peuvent se confronter, quelle que soit leur spécialité l'été. Et c'est la seule compétition où on retrouve des spécialistes de toutes les disciplines qui se battent en même temps. Alors toi, tu as suivi la course aussi bien hommes que femmes. On va parler des hommes et on terminera par les femmes. C'est vrai qu'en favori, on avait quand même un recordman de France sur marathon, Morad Amdouni. On avait Mehdi Frère aussi, qui a impressionné lors de son dernier semi-marathon à Paris la semaine dernière. Marcus aussi, le franco-allemand, qui avait tenu tête à Jimmy Gressier l'année dernière. Félix Bourg, qui était présent. Les prétendants au titre ne manquaient pas. Toi, avant de parler un peu de la course d'aujourd'hui, on va faire durer un peu le suspense. Sur qui tu misais globalement chez les garçons ? Alors, non, on peut pas miser. On savait qu'il y avait une dizaine d'athlètes, ou peut-être un peu moins, qui pouvaient prétendre à prendre le titre. La nature du parcours pouvait avoir une incidence. Bon, après, on parlait d'un Morad Amdouni, il vient de faire un marathon il n'y a pas très longtemps, donc forcément, il y a une phase de récupération derrière. Donc j'imagine qu'il n'était pas dans une forme optimale pour ces championnats de France de cross. En tout cas, ce n'était pas un objectif préparé. Bon, après, ce qu'on maîtrisait pas, c'est la nature du parcours qui pouvait forcément rebattre les cartes. Mais les meilleurs étaient devant. Les meilleurs étaient devant. Pourtant, on a eu un scénario de course quand même assez imprévisible, puisque la personne qui gagne aujourd'hui, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau de performance, ou en tout cas être capable de rivaliser avec les coureurs qui étaient présents. D'ailleurs, il n'était même pas cité en favori dans le communiqué de presse de la Fédération française d'athlétisme, donc on ne va pas réécrire l'histoire. Oui, bon, sauf que ça reste quand même un coureur très performant en cross, qui a déjà réalisé des podiums et dont on sait qu'il a une prédisposition pour le cross qui est assez forte. Donc forcément, ce n'est pas une surprise. Alors ce coureur, on va le nommer évidemment, c'est Michael Gras. Ce n'est pas un petit nouveau. Michael Gras, c'est un habitué du circuit fédéral, c'est un habitué des championnats de France de cross-country. C'est un athlète qui a une régularité quand même assez impressionnante. Une longévité aussi, parce que voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de Michael et de sa course d'aujourd'hui ? On va le recevoir tout à l'heure, mais toi qui le connais bien, comment, avec ton œil, ton œil d'observateur de l'athlète, comment toi tu as vu sa course ? Moi, j'ai vu sa course comme quelqu'un qui avait envie de la gagner et qui a tout fait pour la gagner, qui a montré qu'il était le patron, qui a imposé le rythme, même s'il y a eu un étranger à un moment qui s'est intercalé, enfin qui même a terminé devant. Mais en tout cas, il a été acteur de sa course et derrière, les autres ont dû subir son rythme qui a été très impressionnant du début jusqu'à la fin. En deuxième, on va retrouver Mehdi Frère. Mehdi Frère, voilà, c'est pas forcément, il le dit lui-même, un spécialiste du cross-country. Il est venu parce qu'il sait qu'il doit travailler son dénivelé, il sait qu'il doit travailler ses courses techniques, notamment en vue des Jeux Olympiques de Paris. On sait que le parcours sera assez atypique lui aussi. Et en troisième position, on retrouve Rudolf Lévis Emmanuel. Rudolf Lévis Emmanuel, oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet athlète que moi je ne connais pas à titre personnel. Il a déjà été champion de France de cross il y a quelques années. C'est un nom très connu dans le milieu de l'athlétisme. Son père était un très bon crossman qui a eu plusieurs médailles, même au championnat du monde par équipe d'ailleurs. Voilà, bon, donc c'est quelqu'un qu'on connaissait. Bon, ça faisait peut-être un petit moment qu'il n'était pas revenu sur ses premiers amours, mais là, il a retrouvé la course qui lui convenait bien. C'est quand même pas un podium c'est un podium qui est plein de surprises, mais c'est ce qu'on aime aussi en athlétisme, c'est ce qu'on aime sur le cross. Tu disais tout à l'heure, en fonction du terrain, en fonction des conditions météo, en fonction aussi de la saison des athlètes, les cartes sont redistribuées. Alors chez les filles, en l'absence de Manon Trapp, alors Manon, c'est un peu chez elle le cross-country, un triple championne de France sur cross long. On sait qu'elle est quasiment intouchable. Là, cette année, elle prépare les Jeux Olympiques, elle cherche les minima, elle sera présente au marathon de Rotterdam pour essayer de décrocher les minima et peut-être même le record de France sur marathon. Donc une course assez ouverte. On annonçait Cécile Jarousseau, il y avait Alexa Lemitre aussi, la locale, Anaïs Kemener. On avait aussi Léonie Perriot qu'on recevra tout à l'heure et qui, elle, est venue un petit peu au pied du lit parce que suite à une annulation de course. Là aussi, une course très ouverte. Ah oui, une course très ouverte. On savait que, globalement, vu la nature du parcours et vu la forme de Cécile Jarousseau, on savait que ça serait la grande favorite de la course et elle l'assumait pleinement. Comment tu as trouvé cette course, toi ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur le parcours ? Sur la course féminine ?
Une première partie où ça s'est pas regardé, mais entre Cécile et Léonie. Après, Cécile a pris la course à son compte et elle a augmenté son avance régulièrement. Elle a fait une superbe course. Elle était vraiment au-dessus du lot. Mais ça venait aussi, elle avait fait un très 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 bon championnat d'Europe à Bruxelles en décembre, donc c'est pas une surprise. Cécile Jarousseau, une athlète qui a réalisé un peu plus de 32,50 je crois sur 10 km, qui est vraiment montée en puissance. C'est aussi pareil, un pur produit de l'athlétisme français, oui. Avec une belle progression régulière. On sait que ce titre de championne de France, elle y tenait, elle l'a obtenu. Je pense que c'est un titre qui lui tenait extrêmement à cœur. C'est ce que je vous ai dit au début, un titre de championne de France ou de champion de France, c'est quelque chose qui marque une carrière d'un athlète. Donc tout athlète aurait envie d'être champion de France de cross dans sa carrière. Bah écoute, merci beaucoup Patrice d'avoir pris ton temps pour nous parler un petit peu de ces championnats. Ce que je te propose avant de se quitter, c'est qu'on écoute un petit reportage. On est parti à la rencontre de Sylvain Cachard. On n'en a pas parlé, mais c'est un trailer. Les trailers, ils étaient avantagés là sur ce parcours, non ? Oui, forcément, c'est des parcours qui maîtrisent bien. Mais bon, si on fait le tour de tous les vainqueurs de toutes les courses, aussi bien chez les jeunes que chez les plus âgés, globalement, c'est toujours les favoris qui ont gagné. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Ah bah, il y a un peu moins de surprises dans l'athlétisme. Il faut quand même une certaine préparation pour pouvoir prétendre à un titre de champion de France. Ce que je te propose, donc, c'est qu'on écoute Mehdi Frère, Morad Amdouni, Sylvain Cachard. On est parti à l'arrivée recueillir un peu leurs réactions. On les écoute tout de suite et on se retrouve juste après le reportage. À tout de suite. Alors, je viens de croiser Morad Amdouni. Morad, tu viens de décrocher le record de France sur marathon. Tu t'empares de ton propre record. C'est vrai que là, tu étais annoncé en grand favori. Ouais. Et finalement, j'ai l'impression que t'as pas fait une course comme tu l'espérais. C'est quoi, toi, ton regard sur la course d'aujourd'hui ? Bon, aujourd'hui, déjà, c'était le plaisir avant tout. Donc surtout la bonne ambiance, le beau soleil. C'est vrai que j'attendais mieux. Hein. Je vais pas me le cacher. Je venais chercher un titre, mais bon. Suite à la séance de mercredi, la séance s'est bien passée. Maintenant, c'est sur un parcours assez ardu comme celui-là. C'est sûr qu'en mangeant de la pizza et des kebabs pendant 10 jours. Parce que tu as mangé des kebabs et des pizzas pendant 10 jours là. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, c'était de bonnes augures dans le sens où, pour le public, pour les passionnés. Et puis bon, même en faisant 2h03, j'aurais pu me dire non, laissez ça de côté. Mais aujourd'hui, je l'ai pris dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques. Alors c'est vrai que maintenant, dès que tu t'alignes à une course, on espère que tu fasses le spectacle, on espère que tu fasses le show. C'est une pression, j'imagine. En plus, là, ce que tu me dis, c'est que vraiment, tu as intégré ce cross dans ta prépa, évidemment pour le marathon et notamment les Jeux Olympiques de Paris, j'imagine, qui est certainement ton objectif principal. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, j'ai tenté le coup de poker. Maintenant, c'était pas ma priorité. Ma priorité, c'est une étape pour pouvoir me lancer à la saison pour les Jeux Olympiques, en sachant que le parcours il sera très dur. Hein. Ouais. Les Jeux Olympiques, en sachant qu'il y a du 15%, ce sera du cross-country, mais sur un marathon. Et puis voilà quoi. Donc, Super, merci beaucoup Morad, bonne récupération et puis rendez-vous sur la prochaine course. En tout cas, ça me fait plaisir d'être interviewé de votre part et puis j'espère que ce sera pour la prochaine fois aussi. À très vite. Je suis actuellement avec Sylvain Cachard. Alors, les amoureux du trail running connaissent certainement ce nom. C'est vrai qu'ici, dans le monde de l'athlétisme sur cross-country, on n'est pas forcément habitué à te voir. Alors, que vient faire un trailer, un coureur en montagne, ici, dans les Labours ? Ouais, je pense que je suis à la fois un amoureux de la montagne et un amoureux de la course à pied. Et en tant qu'amoureux de la course à pied, je me dois d'aller aux France de Cross. C'est l'école de la course à pied. Depuis 2019, j'y avais pas mis les pieds. Là, en 2024, je suis de retour et c'est avec grand plaisir. Alors cette année, sur ce parcours, le niveau était exceptionnel. C'est vrai qu'on est en année olympique, on avait Morad Amdouni, on avait Mehdi Frère, on avait un plateau qui était extrêmement relevé. Et là, tu fais un top 15. Est-ce que tu t'attendais à être aussi compétitif sur un parcours assez court ? On est sur moins de 10 km avec des conditions assez dantesques. Hein. Honnêtement, j'avais aucune idée. Qu'est-ce qui se passe ? Non, moi je partais pour un top 30 et... Là, je suis juste très content. Tant que je me suis donné à fond, en fait, je suis content. Et là, un top 15, c'est inespéré pour moi. Est-ce que tu travailles spécifiquement ta vitesse ? On sait que sur les courses en montagne, sur le Golden Trail Series aussi, toi, cette qualité de vitesse, on sait que tu viens de l'athlé. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un plus par rapport à tes concurrents en course en montagne qui n'ont pas forcément ce background en athlétisme ?
Honnêtement, je pense qu'on peut faire vraiment le parallèle avec la natation en triathlon. On le voit bien, les triathlètes les plus forts, ils viennent de la natation et c'est quelque chose après qu'ils ne développent plus trop pendant leur carrière de triathlète, mais au contraire qu'ils maintiennent. Moi, c'est exactement ça, hein. Là, on me voit maintenant, mais il y a eu la face cachée de la Lune, ou en tout cas le dessous de l'iceberg pendant mes années minimes cadet, où vous pouvez aller voir, hein, je faisais 250e aux France de cross en cadet. Donc tout ce travail, en fait, je l'ai fait dans l'ombre et maintenant, je viens juste maintenir une capacité à plat. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais pas mis le pied sur la piste avant les inters. Et j'ai fait 3 séances de piste en 3 semaines pour vraiment booster le truc et voilà. Donc, mais c'est mon maximum. Je pourrais pas faire mieux, mais j'arrive à maintenir un peu ce niveau de fond à plat qui est essentiel pour la course en montagne. Ok, bah écoute, on a hâte de te voir courir en montagne. Je te souhaite une bonne récupération et puis rendez-vous en Suisse, à Chamonix et dans les montagnes cette fois-ci. Et dans 4 semaines à Bulle-les-Baronnies pour les France de Trail. À très vite. Mehdi, on s'était vu il y a une semaine. Tu m'as dit, Guillaume, le cross, c'est pas ma spécialité. J'y vais, mais c'est vraiment pour travailler les côtes. Et là, je te vois, tu cours comme un lapin. T'as quasiment failli décrocher la première place chez les Français. J'ai l'impression que t'as un petit peu progressé là, non ? Bah, faut dire que le travail qui a été mis en place sur plusieurs années pour arriver prêt en 2024 a fini par payer. Enfin, c'était calculé dans ma carrière pour que ce soit peut-être la plus belle année de ma vie avec l'objectif des Jeux. Donc ça paraît logique que je sois au meilleur état de forme de ma vie, mais c'est jamais une science exacte l'entraînement, donc on sait jamais ce que ça peut donner. Donc là vraiment, ça tombe au bon moment, quoi. C'est la bonne année pour être bon et puis ça fait un beau podium. Je suis avec 2 champions de France, 2 gars qui sont déjà montés plusieurs fois sur le podium, donc c'est un honneur d'être avec eux et je me surprends aussi parce que c'est pas un parcours qui est pour moi sur le papier, quoi. D'autant plus que là, tu avais un petit peu la fatigue sur le semi-marathon, même si on sait que les conditions étaient particulières. Je ne pense pas que tu étais à 110% sur le semi de Paris, mais est-ce que tu étais confiant à l'idée de bien récupérer pour être en forme là sur les championnats de France de cross ? Parce qu'aujourd'hui, tu es un favori, tu es un grand nom, donc tu sais que quand tu t'alignes, les gens vont t'observer, les gens vont aussi avoir un avis sur ta performance, donc c'est aussi une forme de pression. Non, moi j'avais pas de pression. La seule pression que j'avais, c'était pour mon équipe, parce que je veux juste faire la meilleure course possible pour eux, parce qu'on est une famille avec Fontainebleau, donc je me dois d'être à 100% pour eux. Après, ce que les gens pensent, c'est que ça fait toujours plaisir quand c'est du positif, mais après, je veux dire, je cours d'abord pour moi, pour mon équipe, et après pour le public, donc j'ai pas de pression particulière avec l'attente des gens. Surtout que c'est du cross, c'est pas là-dessus qu'on va forcément me juger, on m'attend pas forcément sur les parcours boueux, donc ça peut que être du positif. Je veux dire, si là aujourd'hui j'avais fini 50e, 100e, personne m'en aurait voulu, j'aime pas les crosses de base, mais bon, donc voilà, c'était que du positif pour moi aujourd'hui. Bon félicitations en tout cas, puis bravo au pays de Fontainebleau, Athlètes Sud 77 à l'époque. On sait que c'est un club qui est toujours présent depuis des décennies sur les crosses, une super team, donc bravo à toute l'équipe. Merci, je peux rajouter un petit mot. Je tiens à préciser que Fontainebleau c'est un club familial et c'est un club formateur. Enfin, je veux dire, on est tous nés dans un rayon de 50 km autour du club et on se connaît tous depuis une dizaine d'années maintenant. Donc voilà, c'est le travail d'un coach, Thierry Chauffin, et de la présidente et de tout ce qui a été mis en place pour que les athlètes se sentent bien et comme une famille, comme à la maison dans ce club-là, quoi. Et puis c'est aussi ma région, donc tu vois, moi je suis content de la mettre à l'honneur. Merci beaucoup, à très vite Mehdi. À plus. Retour au studio, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant une athlète avec un palmarès assez impressionnant puisqu'elle a décroché une 5e place aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo, médaillée de bronze par équipe également aux Jeux de Tokyo. Elle n'est pas spécialiste du cross-country mais des épreuves combinées. Il s'agit de Léonie Perriot. Léonie, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'est la première fois en plus dans le podcast, donc je suis ravi de t'accueillir. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, merci. Je suis très ravie d'être là aussi. Ça va, c'est vrai que j'avais pas trop prévu d'être là, mais au final, la course est plutôt bien passée. Après, c'est pas une course que j'avais préparée, donc c'est vrai que sur toutes les portions un peu plus spécifiques, c'était plus compliqué pour moi. Mais la forme a l'air d'être présente, donc c'est plutôt de bon augure pour la suite. Alors, on va apporter un petit peu de contexte. Pourquoi tu dis que tu n'avais pas prévu d'être là ? Parce que tout simplement, tu étais attendu du côté d'Abu Dhabi pour une étape des championnats du monde. Cette étape, elle a été annulée. Et donc, tu as fait un peu les allers-retours entre les avions et les aéroports. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu n'as pas participé à cette épreuve du championnat du monde ? C'est ça, donc il y a 48 heures, j'étais encore sur Abu Dhabi. Je me suis levée et là, je reçois un mail qui m'annonce que la course va être sûrement donc annulée. Donc on est tous très surpris. Et du coup, la course est annulée à 3 heures de l'épreuve. Donc tous dégoûtés parce qu'on s'est tous préparés pour ça. En plus, c'est une année donc, olympique, donc c'est important pour marquer des points, pour aller chercher le dossard olympique. Donc là, je me dis, allez, il y a les France de cross dimanche, je tente le coup. Et donc je regarde les billets, je vois qu'il y a des vols qui vont à Rome. Donc au final, j'ai pris un vol pour Rome, donc avec Léo Bergère. On a atterri à Rome donc samedi matin. Ensuite, on a pris un vol pour Marseille hier soir et on a atterri à Marseille.
Et ensuite, il y a Angie, la copine de Léo, qui nous a récupérés, qui nous a amenés ici. Donc tu es vraiment arrivé au pied du lit. Comment est-ce que tu as géré? Parce que j'imagine que sur la dernière semaine, tu étais en période d'affûtage, mais la fatigue, les aéroports, voilà, comment est-ce que tu as géré un peu tout ça? En fait, je pense que c'est une des premières fois où j'arrive sur un France de cross avec vraiment de la fraîcheur, parce que j'avais prévu de courir vendredi, donc c'est vrai que j'avais vraiment levé le pied sur mon entraînement. Après, c'est vrai que j'ai eu 48 heures de voyage, donc c'est pas forcément l'idéal. Mais j'avais vraiment donc envie de courir. Et puis, j'adore les crosses. Franchement, c'est une discipline où je m'amuse. Donc, je suis très contente d'avoir pris cette décision. Justement, alors on sait que les triathlètes, vous êtes plutôt à l'aise sur les terrains de cross-country. On se souvient aussi qu'en année olympique, Vincent Louis était venu, avait décroché aussi un titre de vice-champion aussi de France de cross-country derrière un certain Hassan Chadi. On sait, l'année dernière, on s'était vu aussi, Léonie, à Carhaix, où tu avais participé au championnat de cross 2023. Qu'est-ce que tu viens chercher en tant que triathlète en cross-country? Parce que c'est vrai que ça peut paraître surprenant pour les personnes qui ne sont pas forcément initiées à cette discipline. Plus jeune, c'est vrai que j'y participais aussi sur les courses UNSS, parce que la saison de tri commence relativement tard. Quand tu es jeune, ça commence au mois de mai, les championnats de France. Donc ça permet de mettre un dossard, de rajouter un peu d'action durant la période hivernale qui peut être un peu longue. Et puis c'est un super entraînement, surtout là sur un parcours comme celui-ci. Il y a quand même vachement de musculaire qui rentre en compte. Et je pense que nous, les triathlètes, on est quand même plus avantageux sur un parcours comme ça. C'est vrai, comment tu l'expliques? Alors, moi, fut un temps, dans une ancienne vie, j'étais coureur au Stade Français. Je courais beaucoup aussi avec des triathlètes. Je les battais sur les séances de piste, je les battais sur route. Mais sur cross, ils me laminaient. Comment est-ce que tu expliques comme ça que les triathlètes soient aussi... intrinsèquement des qualités sur le cross? Pourquoi ils arrivent à vraiment tirer leur épingle du jeu dans les labours et à être devant des personnes qui peuvent les battre sur 10 km, qui peuvent les battre sur piste, mais qui sont vraiment très loin sur cross? Comment on peut expliquer ça, à ton avis? C'est le vélo? C'est la musculature? C'est le mental? Comment on explique ça? Je pense que plus jeune, il y a aussi le volume, clairement, parce que c'est vrai que nous, les triathlètes, dès les catégories jeunes, on va s'entraîner entre 10 et 20 heures. Enfin, on va dire... Donc, du coup, forcément, par rapport à des athlètes qui courent peut-être 8 heures par semaine, donc déjà, il y a le volume global. Et puis après, en effet, je pense que le vélo, la natation, ça nous apporte une caisse supplémentaire et le musculaire aussi au niveau des quadrilles, etc. Et là, sur un parcours comme ça, boueux, je l'ai bien senti que le musculaire était important. Donc je pense que c'est plus ça au final, c'est le fait de faire 3 disciplines, peut-être que ça nous renforce d'une autre manière. Ouais. Et puis vous prenez aussi beaucoup de plaisir, j'imagine qu'il y a un petit peu moins de pression vu que c'est pas un temps fort forcément de votre saison. Toi tu t'amuses ici, j'ai l'impression. Non, franchement c'est vraiment ça, moi je m'éclate à chaque fois. Là j'ai pu faire les régionaux cette année, parce que je suis montée voir mes parents donc en région parisienne, donc j'avais fait déjà les régionaux, donc j'étais un peu, on va dire, frustrée de pouvoir participer qu'à un cross cette saison. Et là, le fait d'avoir pu faire les France, je suis vraiment ravie. Alors justement, on va parler un peu de la course d'aujourd'hui. Tu décroches la médaille d'argent, deuxième place derrière Cécile. Comment est-ce que tu t'es trouvé? Est-ce que tu t'attendais déjà à un niveau de performance et repartir avec la médaille, la deuxième place aujourd'hui? Non, franchement, je ne m'étais pas mis d'objectif particulier. Après, je me savais en forme, parce que c'est vrai que j'ai passé un très très bon hiver, parce que j'ai changé de groupe cette année, j'ai changé de coach. Et c'est vrai que j'ai senti que j'avais progressé, donc c'est pour ça que j'étais d'autant plus frustrée de ne pas pouvoir courir sur Abu Dhabi. Et donc je me savais en forme. Après, ça reste un cross, c'est pas ma discipline. Là, on va dire, je suis face à des spécialistes. Donc je suis partie assez prudemment. Au final, après, j'ai pu revenir sur l'avant de la course et je me suis dit, allez, je tente le coup. Et donc on est parti à 2 avec Cécile. Après, c'est vrai que sur les parties un peu plus techniques, notamment descente, relance, je prenais pas mal d'écart. Et au final, je crois, au deuxième tour... elle est partie. Après, ça, la mi-course, elle a commencé un petit peu à attaquer. Et puis tu t'es accroché à la deuxième place. Tu avais quand même pas mal d'écart avec la troisième. Donc j'imagine qu'après, tu étais plus dans le contrôle et tu as voulu maintenir un peu cette médaille d'argent. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, on va revenir un petit peu sur les dernières Olympiades, parce qu'il y a un petit événement sportif cet été du côté de Paris. Moi, j'aimerais revenir sur cette 5e place aux Jeux Olympiques de Tokyo qui avait
énormément, alors je vais pas dire surpris parce que tout le monde était très content de te voir là. C'est vrai que tu es une athlète qui, on sait, a beaucoup de rigueur, qui est une athlète qui aime s'entraîner, qui n'hésite pas à tout mettre en œuvre pour pouvoir aller chercher la performance. Alors on sait qu'il y a des athlètes qui ont une espèce de talent inné et qui y vont un peu au talent, et d'autres qui sont un peu plus des besogneux. Moi, ma perception que j'ai de l'extérieur de toi, c'est que tu es vraiment une athlète qui met tout en place et qui compte vraiment sur le travail, la discipline pour pouvoir performer. Et c'est vrai que ça avait surpris et tout le monde était très content de te voir sur cette 5e place. Toi, comment tu l'as vécu, ces Jeux de Tokyo et ce top 5 olympique? Du coup, moi, c'est vrai que je m'étais surtout préparée pour l'épreuve par équipe, parce que c'était clairement donc, l'objectif de la Fédé. Donc on était 2 avec Cassandre chez les filles. Donc il n'y avait pas d'objectif particulier en fait en indiv. Donc c'est vrai que j'ai abordé la course mais sans pression. Enfin, c'était limite plaisant de juste un peu kiffer le truc, d'être au jeu. Après, bon, c'était en plein Covid, donc c'était pas forcément l'ambiance souhaitée. C'était en pleine pandémie, mais c'était juste en fait trop contente d'être là, parce que c'est vrai que c'est un rêve clairement de pouvoir participer au jeu. Et en fait, tout s'est trop bien passé. C'était assez dingue. Je fais plutôt une bonne natation. Et ensuite, tout s'est trop bien passé. Je cours et ensuite, je pose le vélo pour la 10e place, il me semble. Et au final, j'avais des super jambes. Et j'ai fait que revenir. Et après, je crois que je fais le 3e temps de l'épreuve. Donc, c'était juste une super journée. Tu m'étonnes que c'était une super journée. Alors, j'imagine après que la vie a changé un petit peu. Les sollicitations ont dû se faire plus nombreuses. Et c'est vrai que quand on regarde ta courbe de progression, tu es une athlète qui monte en puissance. J'imagine que une 5e place, pourquoi pas une médaille olympique. Là, il y a ces idées qui commencent à entrer en tête. Et j'imagine que ça change la donne, cette 5e place, après pour toi. Oui, ça l'a été, sauf que mes 2 dernières années ont été un peu plus compliquées. Donc là, ça va être plutôt de me qualifier déjà, parce que c'est vrai qu'il faut aller chercher ce 3e dossard. Donc ça veut dire être dans le top 30 du ranking olympique. Donc actuellement, je suis 25e. Donc il faut que je conserve ce classement. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus frustrant de ne pas avoir pu courir à Abu Dhabi, parce que c'est des points en moins. Mais surtout me qualifier. Et après, je sais de quoi je suis capable. J'ai déjà fait des podiums sur le circuit. Mais là, c'est vrai que ces 2 dernières années m'ont un peu fait redescendre sur terre, entre guillemets. J'ai eu vraiment des hauts comme aussi des très bas. Donc là, j'aimerais surtout réussir à gagner mon régularité, chose que je n'ai pas réussi jusqu'à présent. Justement, c'était un peu le sens de ma question. Après ce pic et cette médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo, c'est vrai que tu as connu des moments un peu plus difficiles, notamment sur tes 2 dernières saisons. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé sur tes réseaux sociaux? Tu dis que le plaisir n'était plus là. En fait, en 2022, alors que j'ai fait une super saison en 2021, donc je fais 2e de la grande finale devant la championne olympique. Donc depuis les Jeux, tout s'était trop bien passé. Ensuite, j'enchaîne 2022, pareil, je refais un podium sur le circuit WTCS en finissant 2e, toujours devant la championne olympique. Donc là, je me suis dit, ça y est, je suis lancée, c'est cool. Et en fait, ensuite, j'ai eu le Covid. Donc ça a été plutôt 6 mois de galère avec... vraiment des mauvaises sensations. T'étais fiévreuse, t'as eu un Covid avec vraiment des symptômes marqués? Non, pas du tout en fait. C'est ça qui est d'autant plus étrange, c'est que j'ai eu un Covid sans symptômes, donc asymptomatique. Sauf qu'ensuite, par derrière, j'ai continué à m'entraîner normalement, parce que du coup, j'avais pas de symptômes. Sauf qu'ensuite, l'entraînement devenait de plus en plus compliqué, mais je chargeais beaucoup musculairement. Et ça a duré quasiment 6 mois, et c'est revenu en fin de saison, où je fais 5e sur la grande finale à Abu Dhabi. Donc là, je me suis dit, ça y est, enfin, c'est reparti. Mais bon, il a fallu, en gros, j'ai perfé du mois de mai, j'ai fait une course, et après, j'ai plus rien fait jusqu'au mois de novembre. Donc, c'est pas forcément évident. Et psychologiquement, t'étais comment? Parce que c'est vrai que j'imagine qu'émotionnellement, quand on passe d'une médaille olympique par équipe sur les Jeux de Tokyo, une 5e place, à des moments un peu plus difficiles, comment est-ce qu'on se raccroche à ça? Surtout quand on fait des épreuves combinées. Il faut savoir, tu l'as dit tout à l'heure, c'est des fois plus de 20 heures d'entraînement par semaine. Ça laisse peu de marge en fait pour s'écouter, prendre temps de soi. Et puis là, on n'a pas. C'est comme nous les coureurs, on s'arrête, on doit revenir sur une épreuve. Toi, tu dois revenir sur 3 épreuves. Donc, c'est vrai que la pression elle doit être énorme pour les triathlètes. Mentalement, comment tu te sentais? Parce qu'il y a le corps, mais il y a aussi l'esprit. C'est ça en fait. Je me disais, mais ça se trouve, je vais jamais réussir à revenir quoi. Enfin, je suis arrivée entre guillemets donc au bout de ma carrière. Donc j'en parlais à mes proches et ils me disaient t'as déjà fait en soi une très belle carrière. C'est vrai que j'ai fait 5 au jeu, etc. Mais j'avais 28 ans, je voulais pas m'arrêter là. La question de s'arrêter, est-ce qu'elle s'est posée? Entre guillemets non, parce que du coup je me suis quand même laissé le temps. J'allais pas m'arrêter au bout de 6 mois de galère entre guillemets.
Mais c'est vrai que si ça avait perduré durant peut-être 1 an ou 2, là oui, peut-être que je me serais posé la question. Mais c'est juste que c'était dur parce que c'était une première fois où vraiment je sentais que je pouvais pas contrôler en fait ce que je faisais. Là, pour le coup, c'était mon corps qui me parlait ou je sais pas, peut-être un Covid long, on n'a jamais vraiment su les réponses. Mais du coup, il fallait juste prendre son mal en patience et bon, voilà, ça a duré 6 mois, c'est revenu et puis après rebelote, l'année 2023 était compliquée. Et à quoi tu t'es raccroché? Qu'est-ce que tu t'es dit? J'imagine que tu as dû t'interroger sur tes motivations, sur pourquoi tu fais les choses, sur le plaisir aussi que tu en tires. Comment tu as trouvé la solution? Vraiment grâce à mon entourage au final. C'est vrai que j'ai de la chance d'être très très bien entourée. Donc c'est plutôt eux et puis même je pense que dans le fond je sentais que j'étais pas arrivée au bout du projet quoi. Il y avait encore des belles choses à aller chercher et notamment j'avais quand même Paris en tête en étant parisienne. En gros j'aurais que 30 ans cette année donc je suis quand même relativement jeune donc je voulais pas m'arrêter aussitôt. Ouais. Est-ce que tu aimes t'entraîner? Est-ce que tu aimes courir, nager, faire du vélo? Est-ce que foncièrement tu prends du plaisir à t'entraîner ou c'est vraiment le goût de la compétition qui t'anime? Je préfère la compète, mais après c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un super groupe, on a une super émulation et puis clairement de vivre de ma passion quoi. Là je me lève chaque matin, j'adore ce que je fais, je suis payée pour ça, donc franchement c'est un luxe quoi. Tu cours depuis toute petite je crois, c'est ça? Oui, en fait j'ai commencé par la natation et après je me suis orientée vers le triathlon à l'âge de 12 ans. Comment tu vois la suite? Alors là, évidemment, il y a les Jeux Olympiques de Paris. Mais est-ce que tu te vois rester sur triathlon, peut-être aller sur plus longue distance ou peut-être aller vers l'athlé? On connaît tes qualités de coureuse. Il y a aussi, tu vois, il y a Manon Trapp, elle, ceinture noire de judo, qui a une carrière extraordinaire, qui est venue sur marathon. On sait aussi que les sportifs dans les sports de combat, ils n'hésitent pas aussi maintenant à changer de discipline. Ça se fait de plus en plus. Toi, comment tu vois les choses? Est-ce que tu penses que tu vas rester éternam vitam sur triathlon? C'est vrai qu'on me pose la question parce que je vais avoir 30 ans. Ce qui est très jeune, attention, hein, parce que 30 ans, c'est quand même, il y a un pic de forme pour une athlète. C'est 27-30 ans. En plus, vous êtes moins soumis à la perte de testostérone chez les femmes. On a vu des exemples aujourd'hui, même sur les JO avec des athlètes un peu plus âgés. Au dernier jour, on a vu une athlète de 40 ans aussi qui a été médaillée olympique. Donc, faut pas. Non, il n'y a pas d'âge parce que nous, par exemple, une fille comme Flora Duffy, championne olympique à Tokyo, elle avait 34 ans. Donc, il n'y a pas, en soi, moi, l'âge n'est pas une raison de m'arrêter ou quoi que ce soit. Là, c'est plus que j'en ai envie surtout. Donc, tant que la tête, elle a envie et que le corps répond. Et puis, c'est, on va dire, comme je disais, c'est un luxe. Grâce à des sponsors, je peux vivre de mon métier. Je me lève chaque matin pour aller nager, courir dehors. C'est juste un pur bonheur. Donc, tant que je peux continuer ainsi, je continuerai. Après, la suite, je sais pas, peut-être pas sur du long en tri, ça m'attire pas plus que ça pour le moment. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup courir. Donc, c'est quand même plus simple de courir que faire du triathlon. Donc, on a un peu plus de temps. Oui, voilà. Donc pourquoi pas, franchement, le marathon, c'est vrai que ça m'a attiré. Surtout là, j'ai un peu suivi toute la période olympique des filles et tout. Et c'est vrai que j'aime, pourquoi pas le marathon, même après, peut-être des trucs, je pense, un peu plus longs. Ce sera un plaisir en tout cas de te voir sur marathon. Alors justement, on va enchaîner un petit peu sur Paris 2024. Tu l'as dit, tu n'as pas encore ton ticket pour les Jeux de Paris, mais dans la préparation, j'imagine que tu commences déjà à te préparer parce que c'est maintenant le compteur tourne et on arrive vraiment de plus en plus proche de la date. Comment tu vas travailler justement ces Jeux de Paris aujourd'hui, tes marges de progression? Où est-ce que tu vas aller les chercher? Est-ce que tu penses que c'est à vélo, à natation, en course à pied? Sur quoi tu vas mettre le poids du corps dans ta préparation? C'est sûr qu'avec mon entraîneur, on a coché cette date. Donc la course a lieu le 31 juillet. Donc on fait tout pour être en forme ce jour J. Donc là, il va falloir aller chercher ce dossard. Mais j'espère clairement y être et pas juste pour y participer. Coubertin, il est gentil. Mais je souhaite vraiment y être performante, surtout en ayant fait 5e en effet des derniers Jeux. Donc après... on va dire que cette année, j'ai quand même eu l'impression, cet hiver, j'ai passé vraiment un très très bon hiver. C'est une des premières fois où j'ai pas de coup de mou, j'ai pu vraiment faire toutes les séances qu'on voulait avec mon entraîneur et j'ai senti que j'avais progressé surtout. Donc, même à 30 ans, on continue de progresser. Donc, et après, c'est surtout, moi, on va dire... Et tu as progressé où justement? C'était levier de progression où tu t'es senti vraiment? Les trois, c'était... Sur les 3 disciplines, j'ai senti que j'avais passé un cap. Donc, du coup, c'était vraiment plutôt très motivant pour la suite.
Et surtout sur la partie natation, parce que moi, c'est ce qui pêche actuellement en triathlon. Parce que vélo, course à pied, je pense avoir le niveau, entre guillemets, des meilleurs. Mais par contre, c'est la natation qui me pénalise. Donc, je pense avoir bien travaillé cet hiver là-dessus. Justement, en parlant de natation, les Jeux Olympiques de Paris 2024 auront une particularité, c'est qu'il y aura certaines épreuves en extérieur et notamment la natation qui est prévue dans la Seine. Ça fait beaucoup débat, justement, ce choix du comité olympique de Paris 2024 d'organiser ces épreuves-là. Il y a un côté aussi un petit peu carte postale, j'imagine. Comment est-ce que toi, tu perçois cette décision-là ? Moi, j'ai confiance envers les organisateurs. Je crois qu'il y a Macron qui a annoncé récemment qu'il irait se baigner. Donc, ils le disent tous, hein. On n'en a jamais vu encore un président le faire. Hidalgo, Macron. Voilà. Mais non, franchement, j'ai confiance. Et puis, pour moi, c'est pas possible autrement que faire un triathlon au jeu. Donc, en effet, il n'y a pas de plan B. Justement, voilà, c'était ma seconde question. On a entendu dire que ça a même été une déclaration officielle qu'en cas de... Alors, pour donner un petit peu d'explication, l'une des particularités de la Seine, c'est qu'il y a un système d'eau usée qui fait que quand il pleut beaucoup sur Paris, les eaux usées se mélangent avec les eaux de pluie et tout se déverse dans la Seine puisque les canalisations sont les mêmes. On n'arrive pas, voilà, donc forcément il y a des problèmes de polluants et de danger pour la santé des coureurs. Et on sait que s'il pleut beaucoup, potentiellement la Seine ne sera pas praticable sans mettre en danger la santé des athlètes. Et donc ce qui a été dit, c'est qu'il n'y a pas de plan B et que donc ce ne sera plus un triathlon, mais une épreuve en duo. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que toi, tu n'aimais pas nager. Peut-être que tu te dis, voilà, ça peut être aussi, être pas mal pour toi. Non, ça serait, pour moi, c'est impossible. On fait du triathlon, on fait pas du duathlon. Donc, je sais qu'il y a une autre date, par contre, en cas d'eau, en effet, d'eau, entre guillemets, usée, polluée, du moins. Il y a une autre date de prévue. Donc, mais après, j'ai confiance en la météo. Pour toi, c'est pas envisageable. Voilà, tu préfères pas te poser de questions. On fait du triathlon, on fait pas du duathlon. Oui, ce serait quand même dommage. Et puis j'imagine que les jeux, quand on veut une médaille d'or, on veut une médaille sur triathlon. Ouais. Et que après, c'est toujours le meilleur le jour J qui compte. Hein. Oui. Faut être prêt le jour J. Il faut qu'il y ait là tout le reste. C'est voilà, c'est un peu le destin. Donc, on mérite toujours une médaille. Ça, je ne crois pas. Mais c'est sûr que elle aurait une saveur un peu particulière. C'est ça, mais vraiment, j'y pense pas du tout. Je sais que les journalistes nous posent beaucoup la question. C'est vraiment, mais là, le sujet. Mais franchement, j'y pense pas et je m'entraîne pour être performante le 31 juillet. Alors l'avantage, c'est que vous allez être au centre de l'intérêt médiatique puisque ça passionne les gens, cette histoire de Seine. Oui, c'en est tout le monde va regarder et puis honnêtement, il faut reconnaître si l'eau est de qualité, c'est ce que je vous souhaite parce que j'espère quand même que... Bon, moi je pourrais pas me baigner dans la Seine donc j'ai beaucoup de respect même si j'imagine qu'avec la perspective des Jeux de Paris, la carte postale peut être quand même très très belle. S'ils arrivent justement à assainir cette eau, c'est quand même hors norme. Voilà, il faut quand même se remettre dans le cœur. S'il n'y a pas de problème sanitaire, ça va être magique quand même. Moi je pense que ça va être visuellement, ça va être incroyable, ce sera complètement atypique et quelque part j'imagine que dans 100 ans on en parlera peut-être encore de ces jeux-là, donc ça il faut le garder en tête. Totalement, déjà on l'a un peu vécu sur le test event qui a eu lieu là au mois d'août, donc on a fait le parcours des jeux, hein. Donc on a nagé dans la Seine, on est encore en vie, personne n'est tombé malade, on s'est pas transformé, franchement, mais l'eau était très bonne, on a connu bien pire et le parcours est juste dingue, déjà Paris m'est fermé pour nous. Et puis là déjà il y avait quand même un certain public alors que nous on est plutôt habitués à pas avoir trop de public en triathlon, ça reste une petite discipline encore, et puis courir en plein cœur de Paris, c'était juste incroyable. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite, Léonie, qualifier au jeu me qualifier au jeu et de réussir à gagner mon régularité en triathlon, pouvoir faire vraiment une saison pleine. Merci beaucoup Léonie d'avoir accepté de répondre à mes questions. Écoute, je crois que tu as un petit peu de route pour rejoindre chez toi. Merci beaucoup parce que je sais que tu t'es un petit peu organisé pour pouvoir répondre aux questions. Vraiment, on apprécie beaucoup et je suis sûr que nos auditeurs ont été ravis de prendre un peu de tes nouvelles. Je te souhaite pour le meilleur pour la suite. Bon retour à Saint-Raphaël, je crois. C'est ça. Et puis je te dis à très vite. Merci beaucoup à vous, un grand plaisir. Je vous propose maintenant d'accueillir notre nouveau champion de France Cross Elite 2024. Il s'agit de Mickaël Gras. Salut Mickaël, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à mes questions. Qu'est-ce que ça fait d'être champion de France de cross, l'un des titres les plus prestigieux sur le championnat français ?
Je suis super heureux. Franchement, c'est une consécration parce que c'est quelque chose que je cherche depuis des années. Je suis au rendez-vous tous les ans depuis que j'ai commencé l'athlétisme quasiment il y a plus de 15 ans. Enfin, j'ai vu que ça fait 16 éditions de championnat de France que je fais, bon, comptant aussi dans les catégories jeunes. Et ça doit en faire aussi pas mal du coup en senior. J'ai été médaillé 3 fois, 2 fois en bronze et 1 fois en argent. Donc il me manquait celle-là en or et bon, aujourd'hui je savais que c'était pour moi, hein. Quand j'ai vu le parcours, le tracé, la boule, T'as pas douté? les côtes, si j'ai douté, mais enfin, chaque année je dis que c'est pour moi, mais là cette année j'y pensais vraiment, surtout vu ce que j'ai fait sur les crosses qu'il y avait précédemment au Kenya où je me suis amusé, mais en même temps où j'ai battu mes 10 frères, à la Coupe d'Europe des clubs à Loufera où je fais 6e. Je savais que j'étais en jambes et que ça allait sûrement passer. Donc bon, voilà, c'était mon année et puis j'ai validé. J'aimerais forcément le refaire, mais là c'est quelque chose d'acquis et puis maintenant je peux me projeter sur d'autres objectifs. Alors, il faut le savoir, hein, pour peut-être les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas encore, toi, c'est une carrière aujourd'hui, tu as une longévité qui est quand même assez impressionnante. Tu es aussi un coureur qui manque pas de qualité, qui est extrêmement polyvalent et justement, on va en parler au fil de l'émission. Mais avant ça, quand même, ce soir, j'imagine que tu vas le fêter, ce titre de champion de France. Ça va ressembler à quoi un peu c'est ça? Qu'est-ce que ça mange le soir quand on a gagné un titre de champion de France? Est-ce qu'on se fait plaisir un petit peu? Est-ce que tu sais à quoi va ressembler ta soirée de champion de France? Bah, oui, je pense qu'on va ouvrir le champagne ce soir. Après, moi j'habite dans une maison où il y a beaucoup d'athlètes parce que je loge chez mon entraîneur. C'est un peu le camping, mais c'est comme ça déjà, ça devait être provisoire et c'est comme ça depuis. Alors là, on est dans le plusieurs sud-ouest, années. vous allez ouvrir un petit boîte de foie gras un petit peu avec du champagne, comment ça va se Non, passer? là, je suis à Clermont-Ferrand. Je suis originaire de Bordeaux, mais je suis à Clermont-Ferrand depuis mon internat de médecine que j'ai terminé il y a 1 an. Je suis médecin du coup. Et donc provisoirement je devais loger un peu chez mon entraîneur Jean-François Pontier. Bon, j'y suis toujours et il y a d'autres athlètes actuellement, donc je pense qu'on va faire une mini fête ce soir, mais après ça sera pas non plus l'orgie parce que je reprends le travail demain. Je suis médecin en anapath, anatomie pathologique. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît cette spécialité, mais c'est dans le domaine médical. Et donc voilà, la semaine prochaine, ça enchaîne direct. Ah, c'est sérieux, un athlète, hein, c'est sérieux. Bon, voilà, un petit peu de champagne quand même pour ce soir. Parce que oui, ça se termine pas là, la saison 1, parce que j'imagine. Maintenant, j'ai ma place pour les championnats du monde de cross. C'est dans 3 semaines, ça va arriver vite. Et faut pas se disperser. Voilà, exactement. Et puis l'objectif majeur là, c'est d'aller au championnat d'Europe d'athlétisme. Ça s'arrête pas du tout au championnat de France de cross. Donc il y a le semi-marathon de Berlin qui m'attend le 7 avril et là il faut que je fasse un gros résultat. Alors Mickaël, moi je vais pas m'excuser, mais quand même je dois le dire, on ne t'attendait pas. Alors toi tu n'as pas douté, mais c'est vrai que la start list elle était assez garnie. On a un Morad Abdouni qui vient de décrocher un record de France sur marathon. On a un Mehdi Frère qu'on sait très en forme, qui a impressionné aussi sur une 2e place sur le semi-marathon de Paris. Félix Bourg, pareil, lui qui vise des qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris, il est très en forme. On avait un Marcus, le franco-allemand, qui avait tenu tête à Jimmy Gressier, et on le voyait aujourd'hui briller. Et c'est vrai que toi, tu es un régulier, tu es un habitué des podiums, tu es un habitué des championnats de France de cross. Mais voilà, moi je vais être très honnête, d'ailleurs tu n'étais même pas dans nos favoris, tu n'étais pas dans le favori communiqué de presse de la Fédération française d'athlétisme. Et bah, tu as éteint tout le monde aujourd'hui. Voilà, tu as montré que tu étais présent et qu'il fallait compter sur toi. C'est vrai que c'est assez surprenant, mais finalement, quand on connaît ton parcours, ça ne l'est pas parce que c'est une régularité qui t'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais je pense que je suis condamné à rester un outsider toute ma carrière, mais moi je sais ce que je vaux et beaucoup d'autres personnes le savent aussi, et mon entraîneur en premier. Et donc, moi je suis un spécialiste du cross, hein, donc je savais que je pouvais faire quelque chose. Je savais que je pouvais faire quelque chose et d'autres personnes le savaient aussi et beaucoup m'ont boosté pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne me suis pas posé de questions quand j'ai rattrapé le groupe de tête parce que j'étais parti un peu en retrait. J'ai quelques difficultés à partir vite à cause de mes ischios, mais quand j'ai rattrapé le groupe de tête, j'ai accéléré, j'ai attaqué tout de suite et une fois que j'ai fait le trou, je savais que ça ne reviendrait pas parce que sur un parcours comme ça ne peut pas revenir facilement dans la boue. Tu as vraiment senti que tu avais les jambes. Alors,
je suis sûr que nos auditeurs habitués à l'entraînement, même quand on est un coureur amateur, des fois, on sent le matin, on sent à l'échauffement que ça répond. On sent que ça va le faire. Il y a l'état de flow un peu qu'appellent les anglo-saxons, c'est-à-dire que voilà, on est confiant. Et même quand on arrive, on se dit j'en avais même un petit peu plus encore s'il aurait fallu, tellement qu'on se sent bien. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti aujourd'hui, cet état de flow? Pas spécialement. Je suis arrivé sur des compètes où je me suis senti mieux. Là, je pense que j'avais quand même pas mal de pression parce qu'il y a toutes mes petites douleurs qui sont ressorties depuis hier. Après, sur l'échauffement, aujourd'hui, ça allait un petit peu mieux. Ça commence à tourner pas mal au niveau des jambes. Donc, je me disais, il y a un truc à faire, mais je n'étais pas non plus dans mes meilleurs jours. Il y a des moments où je suis senti mieux. Et je ne cache pas que je suis un petit peu également surpris pas du résultat final, parce que je savais que j'avais les moyens d'aller chercher au moins une médaille, voire le titre, mais de gagner de cette façon, c'est-à-dire d'avoir course gagnée presque à la moitié. Alors tout à l'heure, on était avec Léonie Perriot qui nous disait, voilà, j'ai 27 ans, on a l'impression qu'elle nous disait, voilà, c'est vrai qu'il y a cette pression un peu de l'âge et de la jeunesse. Aujourd'hui, toi, tu as quel âge? J'ai 32 ans. 32 ans et champion de France de cross. C'est vrai que nous, des fois, les coureurs, on peut un peu complexer, placer la trentaine, mais tu nous montres qu'aujourd'hui, après 30 ans, on peut être compétitif, on peut aller attaquer des Mehdi frères, on peut aller attaquer des petits jeunes, on peut aller taper des Mercus et montrer que même passé 30 ans, on a encore plein de choses à dire et que finalement, c'est très psychologique. C'est une barrière presque. Oui, j'ai l'impression aussi que l'âge de performance se décale de plus en plus. Avant, c'est clair que passer la trentaine, ça devenait compliqué. Maintenant, on peut aller facilement jusqu'à 36, 37, voire 40 ans pour certains sur marathon. Kipchoge en était un bel exemple. Oui, donc je me dis, j'ai encore Ou le Belge aussi, qui... Radi, le Belge sur... Bachir Rabdi, ouais. Tadej Abraham qui l'a montré aussi exactement. Ce matin qu'on pouvait être très performant à 41 ans sur marathon. Ouais. Ça, il faut le dire. Il faut gagne le le marathon de Barcelone, donc nous, ça nous fait rêver. On se dit, on a encore de belles années devant nous. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à être aussi performant passé la trentaine? Est-ce que c'est parce qu'on s'entraîne mieux? Toi qui es aussi médecin, quel regard tu portes? Je sais que tu es un passionné aussi d'entraînement. Est-ce qu'aujourd'hui, on gère mieux la charge, on gère mieux la récupération, on gère mieux le sommeil, on gère mieux l'alimentation? C'est pas ça qui fait aussi qu'on arrive à être performant plus longtemps? Oui, je pense qu'on arrive déjà à mieux gérer l'entraînement dans les catégories jeunes, à pas trop en faire et garder de l'énergie pour les années futures. Les bases sont mieux posées, à mon avis. Toi, tu n'hésites pas à couper, par exemple, l'été, à faire des cycles de régénération où voilà, tu es passionné, tu cours tout le temps, tu t'arrêtes jamais? Moi, j'ai du mal à m'arrêter, donc j'essaye de lisser ça sur l'année sans en faire trop. Donc ça me permet de m'entraîner en continu toute l'année. Alors, j'ai eu un petit message d'une personne qu'on a, un ami commun, Fred Bellouz, entraîneur au Stade français d'athlétisme, qui était ancien co-animateur du podcast, qui m'a envoyé un petit message en me disant, bon, j'imagine que tu vas recevoir dans l'émission Mickaël, passe-lui le bonjour de ma part. Et il m'a dit, moi, Mickaël, c'est vraiment un athlète que j'apprécie beaucoup, humainement et aussi de par sa carrière. Il m'a dit, c'est quelqu'un d'extrêmement polyvalent, c'est quelqu'un qui sait courir le 1500 mètres, c'est quelqu'un qui sait courir le 5 km, le 10 km, c'est quelqu'un qui sait courir le semi, des distances plus longues, c'est quelqu'un qui n'hésite pas même à aller sur le marathon des sables, parce qu'il faut le dire à nos auditeurs, tu avais fait un top 10 au marathon des sables, je crois en 2014, à une époque où personne n'allait sur ces courses-là quand on était en haute performance sur la route. Toi, tu es un véritable touche-à-tout. Qu'est-ce que tu aimes comme ça dans la course à pied? Qu'est-ce qui te branche? Justement, de pouvoir toucher un petit peu à tout et de se faire plaisir sur plein de disciplines différentes. C'est un peu notre premier coach qui nous a lancé dans cet état d'esprit-là, de voir un peu où est notre motivation, où sont nos envies, de ne pas se focaliser tout de suite sur une discipline qu'on va devoir pratiquer des années et des années. Donc nous, on a testé la montagne, on a testé l'ultra-trail avec le marathon des sables, les crosses, la route, la piste. Et où est-ce que tu as pris le plus de plaisir d'ailleurs? Un petit peu trop des fois, mais est-ce qu'on a pris du plaisir d'ailleurs à faire un peu tout ça? C'est-à-dire, mais s'il n'y a pas tu vois, c'est dur de te présenter. Tu es un spécialiste de quoi aujourd'hui? Comment je dois te présenter? Est-ce que c'est un spécialiste du cross, un spécialiste de la route, un spécialiste des courses en montagne? Parce que tu as eu aussi une carrière dans l'équipe de France de course en montagne. Comment, si tu devais retenir, alors tu sais qu'on aime bien mettre des étiquettes, c'est un peu français, mais voilà, si tu devais quand même retenir, là en plus avec le titre de champion de France, une course de cœur, ce serait laquelle? Il y a 2 ans déjà, je t'aurais dit je suis un crossman. Maintenant, j'ai plutôt envie de dire que je suis un marathonien parce que c'est là qu'on sont mes plus gros objectifs. Bon, là, ça va pas passer pour les
les Jeux cette année, mais là, je me tourne vers 2028. Toi, tu penses que 2028, donc les Jeux de Los Angeles, tu peux... Ouais, c'est là vraiment que j'ai envie de progresser sur marathon, de gagner des secondes, des minutes. C'est ce qui me plaît. La préparation marathon, j'adore ça. Donc moi, j'ai envie de dire que je suis marathonien. Ça, j'adore. Tu vois, il n'y a pas de complexe. Tu me parles des Jeux Olympiques de Los Angeles. Voilà, tu y crois. Tu sais que tu mets tout en œuvre pour y arriver. Et finalement, tu n'as pas de croyance limitante. Tu te fais confiance, en fait. C'est de la confiance en soi que tu nous démontres. Il faut garder du rêve, des ambitions, des objectifs pour trouver la motivation d'avancer et de battre ses records et de s'améliorer constamment. Alors, il y a une particularité, c'est aussi que tu as un frère jumeau. Alors, moi, je fais de l'athlétisme. Je suis dans une famille aussi d'athlètes. Mon papa était athlète, mon frère était athlète. Et c'est vrai que, d'ailleurs, Damien est juste derrière toi. Et moi, j'ai couru avec mon frère. J'adore ça, je suis très proche de mon frère. Mais c'est vrai que des fois, on aime bien un petit peu se tirer la bourre. Je sais que vous étiez un petit peu aussi sur des compétitions. Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Comment est-ce que des fois vous arrivez à gérer un petit peu tout ça? Parce que moi, ça m'intéresse, ces histoires de fratrie. J'embrasse mon frère d'ailleurs qui nous écoute sûrement. Il y a beaucoup d'entraide et forcément un peu de compétition entre nous. Même à l'entraînement, des fois, on a tendance peut-être à en faire un peu trop si on s'entraîne ensemble. Chacun veut prouver à l'autre qu'il est le meilleur. Pour moi, ça a été, par exemple, aux demi-finales, j'ai pas résisté à jouer la victoire au sprint avec mon frère, alors qu'on avait largement de l'avance sur le troisième. Mais c'est comme ça, en fait, on est obligé de se départager. On peut pas faire autrement. Alors... Là, tu nous as dit que vraiment la priorité, ça va être le marathon sur lequel tu vas essayer vraiment d'aller à fond. Quels sont, selon toi, les leviers sur lesquels tu peux encore progresser? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour ne pas faire partie justement des top meilleurs en France sur une année qui est quand même avec une densité exceptionnelle? Aujourd'hui, les marathoniens français, on est parmi les meilleurs d'Europe en termes de densité. Donc, c'est sûr que les places sont chères. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Où est-ce que tu penses que tu peux encore progresser? Je pense qu'il faut que j'augmente mon volume d'entraînement et pour ça, il faudrait que je travaille un petit peu moins à côté parce que c'est compliqué, pas de trouver le temps de s'entraîner, mais de trouver le temps de bien récupérer. Donc je pense que mon prochain marathon, je vais faire en sorte de pouvoir le préparer d'une façon plus optimale que ce que j'ai fait jusque-là, pouvoir augmenter le volume, pouvoir augmenter le kilométrage hebdomadaire. Et ça passe par travailler moins, voire prendre une disponibilité même pour pouvoir partir en stage et faire une prépa marathon qui soit conséquente, c'est-à-dire qui dure bien 3-4 mois comme c'est ce qui est habituel de préconiser, parce que mes dernières préparations marathon, elles étaient souvent trop courtes et avec un volume hebdomadaire qui était souvent trop faible. Justement, à combien tu étais en volume hebdomadaire et à combien tu espères monter ? Si les conditions te le permettent. Pour le marathon de Valence, la prépa, elle a duré que 2 mois. Et ma moyenne hebdomadaire devait être à 130 km avec un pic à 150 en stage d'entraînement au Kenya. Donc par rapport aux Medifrères, Nicolas Navarro qui font 200 voire 250 km par semaine, c'est un peu léger. Et je l'ai ressenti sur la course quand eux arrivent à faire la différence à partir au 32-33e kilomètre. Moi, c'est là que ça commence à être un petit peu difficile. J'arrive à garder la vitesse, mais eux arrivent à relancer, donc c'est compliqué. Et est-ce que tu penses que tu vas, parce que on n'est pas tous égaux, avoir des gros volumes, passer les 200 km, même passer globalement les 160-170 km, il faut vraiment se rendre compte que jusqu'à 130, 140, même 150 km, 5 km, ça n'a pas la même saveur. C'est très compliqué d'aller au-dessus de 150 km par semaine parce qu'il faut quasiment tout le temps faire du bi-quotidien, voire parfois maintenant on s'entraîne certaines personnes 3 fois par semaine. Il faut aussi bien récupérer, il faut être capable d'assimiler aussi toute cette charge d'entraînement. Et il y a des athlètes qui se cassent les dents quand même sur ça, à vouloir aller dans le volume à tout prix. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu es capable d'assimiler cette distance-là et tu penses que vraiment, le volume, ça va être la clé de ta réussite? Il n'y a pas d'autres leviers, peut-être la vitesse, peut-être d'autres choses aussi à aller travailler, parce qu'on sait que ça peut être aussi une stratégie. Non, je pense que vraiment le volume c'est essentiel dans une préparation marathon et je pense avoir les bases pour pouvoir le faire, parce que moi je m'entraîne un peu comme un triathlète et en termes de volume horaire d'entraînement par semaine, je suis autant que mes frères, Nicolas, à 20-25 heures d'entraînement par semaine, parce que moi je m'entraîne un peu comme un triathlète, je cours que 130 bornes par semaine, mais à côté de ça je fais entre
entre 7 et 10 heures de vélo et je nage 2-3 fois par semaine. Donc, Et pourquoi justement? Parce que c'est vrai que ça... parce que la récupération est plus facile sur ce genre de sport porté. Alors, Et là, tu voudrais un peu remplacer ce vélo et cette natation par de la course à pied, ou tu voudrais conserver quand même pas remplacer complètement, mais diminuer la part des sports portés pour augmenter celui de la course à pied. Et ça passe par diminuer mon temps de travail à l'hôpital pour pouvoir mieux assimiler les séances et pouvoir récupérer plus facilement. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je te en félicite encore une nouvelle fois pour ce titre de champion de France. Profites-en parce que voilà, elle est très méritée. Et puis celles et ceux qui te suivent depuis maintenant plus de 15 ans savent que tu es un athlète très régulier, très discipliné, qui aime vraiment s'entraîner, qui prend beaucoup de plaisir. Et puis cette longévité, forcément, à force le respect. Et te voir aujourd'hui décrocher ce titre de champion de France sur un parcours aussi exigeant avec cette densité, c'est absolument incroyable. Donc vraiment, c'est un titre. Il y a des titres tous les titres se méritent, mais vraiment certains sont un peu plus, ont une saveur un peu plus particulière pour nous les observateurs. Clairement. Et vraiment, on est ravis pour toi en tout cas. C'est gentil, c'est super gentil, et merci à toutes les personnes qui m'ont encouragé aujourd'hui sur le parcours. C'était exceptionnel, tous les encouragements que j'ai reçus. Franchement, merci à eux. Je pense qu'ils m'ont porté jusqu'à l'arrivée. Je suis vraiment trop content. Merci encore, Mickaël, pour ta dispo. Je te dis à très vite et peut-être rendez-vous sur les Jeux Olympiques de Los Angeles. Justement, en parlant de Jeux Olympiques, je vous propose maintenant qu'on fasse un point sur Paris 2024. Quels sont les athlètes sélectionnés en équipe de France? Quelles sont nos meilleures chances de médaille? Je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est très difficile d'y voir clair dans cette sélection. Et donc, on va essayer de démêler tout ça. Et pour nous aider, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste, responsable de la boutique Iron House of Performance dans le 94 et expert en athlétisme. Salut Jean-Baptiste, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Comment vas-tu après ce championnat de France haut en couleur qui a rempli toutes ses promesses? Merci beaucoup Guillaume, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur le podcast de la tête d'un coureur. C'est vrai que c'était un week-end incroyable, je pense que tous ceux qui sont passés avant moi ont déjà dû le dire, mais on a vécu un week-end fabuleux, une météo incroyable, le parcours des Titans, il a bien porté son nom. C'était vraiment top. Nous, on était là sur la boutique officielle toute la journée et c'est vrai que les gens étaient de super bonne humeur. Une vraie ambiance. Enfin, moi j'aime mon sport et je sais pourquoi aujourd'hui, en tout cas, c'est sûr. Alors justement, JB, toi tu es un vrai passionné d'athlétisme. Ton meeting dans le 84, tous les passionnés d'athlètes te connaissent, en tout cas ont entendu parler de toi. Si je t'ai fait venir, c'est pour une raison très simple, c'est pour que tu nous aides à y voir plus clair sur ces Jeux Olympiques de Paris, parce qu'aujourd'hui on est dans le flou. Qui est qualifié, quelles sont nos chances de médaille? Est-ce que tu peux nous aider à y voir un petit peu plus clair? Est-ce que déjà toi, tu comprends un peu cette sélection? C'est quoi ta perception, toi qui es aussi un initié? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'en effet, on suit ça. Alors il y a deux choses. Déjà, on a l'impression que les JO, c'est à la fois encore hyper loin et en même temps, c'est déjà demain. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me paraît assez encore fou. C'est qu'on a cette perception-là d'une faille temporelle. On ne sait pas trop. On a l'impression que ça va nous tomber dessus, mais on ne le sent pas encore non plus. On en parle depuis tellement de temps aussi qu'on a l'impression que ça fait des années qu'on nous parle. Et c'est vrai que là, on est à 200 jours, un peu moins même. Ouais. Et on a du mal à y croire, quoi. Mais là, c'est demain, quoi. Les Jeux, c'est demain. Vraiment demain. Alors il y a plusieurs choses. Parce que déjà, pour que tout le monde comprenne, c'est qu'il y a différents types de qualifications. On peut pas résumer en un mot, puisqu'il va y avoir plusieurs façons de se qualifier. Alors on distingue déjà les performances de longue distance, comme le marathon, où là il y a déjà eu une première annonce de liste. C'est-à-dire que World Athletics avait voulu définir 80% de leurs qualifiés déjà avant l'année 2024. Donc c'est pour ça qu'à la fin janvier, on a déjà eu 4 noms qui sont sortis. Je vais essayer de ne pas les oublier, mais donc on a Mehdi Frère qui avait fait les minima. On a également Nicolas Navarro qui a également fait les minima. Chez les filles, on avait donc Mélodie Julien et Megdes Voldou qui ont donc fait les temps et qui sont donc officiellement qualifiés. Donc pour eux, c'est bon, ils ont leur ticket d'or. Pour eux, c'est bon, ils ont le ticket, c'est gagné. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir la possibilité de se préparer sans le stress de la qualification. Et justement, alors Méline Rollin, qui a décroché le record de France sur marathon. Donc aujourd'hui, c'est la plus performante sur le papier. C'est la meilleure française. Est-ce qu'il y a des chances qu'elle ne soit pas aux Jeux Olympiques? Alors, vu la réglementation, c'est probable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est la 3e place et il n'y a que 3 places. Ça, faut bien avoir conscience de ça. Donc, il n'y a que 3 places. Elle est pour l'instant la 3e à partir au jeu. Mais si, dans les 2 prochains mois, on a une autre Française qui fait mieux. Manon Trapp, par exemple. Ça peut être Manon, ça en peut être d'autres. Si on a une qui prend sa place, elle saute. Alors qu'elle aura le record de France en ce moment. Incroyable. Et ça, c'est horrible. C'est horrible. Incroyable.
C'est donc, horrible. donc pour elle est un petit peu avec l'épée de Damoclès. Elle sait qu'aujourd'hui, c'est la meilleure française de tous les temps, on peut le dire. Elle a le record de France. Mais malgré ça, s'il y en a une qui fait mieux, elle se fait chipper sa place. Mais c'est pas injuste ça, parce que l'idée c'est quand même d'envoyer celles et ceux qui sont les plus performants et performantes sur la course. Une sélection aussi lointaine, s'il y en a été présélectionné il y a un an, on peut être blessé, on peut avoir des soucis. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une anomalie quelque part ? Alors, on est face à une discipline comme le marathon qui ne permet pas de se courir tous les week-ends. On sait très bien que Asdin ou d'autres sur le 1500, ils vont en enchaîner des meetings et il n'y aura pas de souci pour eux. Par contre, là, on voit que tout de suite, sur le marathon, on ne peut pas en faire un toutes les semaines pour essayer de s'améliorer. Donc, ça permet aussi à ceux qui ont fait leur minima dans les temps, c'est ce qui était annoncé dès le départ, les règles étaient posées. Ça leur donne du temps maintenant pour se préparer et arriver au pic le jour J. Donc c'est vrai que celles ou ceux qui sont aujourd'hui en train de courir, c'est le cas de Mourad Amdouni qui est dans le même principe, il a le record de France, il a aujourd'hui le meilleur temps, il est donc le 3e pour l'instant à avoir son ticket, mais si demain il y en a un autre qui vient et qui lui passe devant, ça sera terminé pour lui aussi. Hassan Chadi, on est sûr de le voir aux Jeux Olympiques ou pas ? On sait que c'est un petit peu plus compliqué pour lui en ce moment. Oui, c'est plus compliqué pour Hassan. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on le voit un peu moins. On sait qu'il continue à s'entraîner. Je pense qu'il y croit toujours. C'est vrai que je ne l'ai pas vu depuis un petit moment pour lui en parler. Mais bon, ça fait partie des gens qui ont la capacité de le faire et qui... Mais il n'a pas encore son ticket d'or alors qu'il était quand même dans un top 10 au dernier championnat du monde. Exactement. Alors ceux qui ont été finalistes au championnat du monde, c'est vrai qu'ils ont une priorité. Notamment, c'est ce qu'on va arriver sur la piste. Sur la piste, ça va être le cas. On sait que par exemple, Sacha Zoya a déjà une priorité en fait de qualification parce qu'il a fait 6e au championnat du monde l'année dernière et donc il rentre en priorité. Après, pour les autres, ça va être des minima ou un ranking. C'est là la particularité aussi sur la piste. Alors justement, toi qui connais très bien le monde de la piste, de l'athlète, du sprint, aujourd'hui, quels sont les Français qu'on va voir dans les différentes disciplines aux Jeux Olympiques, en tout cas, qui sont assurés d'être de la partie, en dehors du marathon et de la route ? Alors, je veux surtout pas essayer d'en oublier. Enfin, je vais en oublier, c'est sûr, et je veux surtout leur les dire. Têtes d'affiche, voilà, en tout cas. Les têtes d'affiche, ça c'est important. Maintenant, tout le monde a encore la possibilité. Sur une année JO, il peut y avoir des performances incroyables. On a vu le retour notamment de Sirena Samba Mayela, qui a fait médailler vice-championne du monde cet hiver en salle. On voit qu'elle revient à son meilleur niveau. Donc, typiquement, c'est une très grosse chance pour cet été, évidemment, de qualification. Mais encore une fois, je le redis pour tous les téléspectateurs et tous les auditeurs, il n'y aura rien de défini sur la piste avant que la saison ne soit terminée. Alors, tu es un observateur de l'athlétisme en France, tu suis cette compétition depuis plus de 20 ans. Selon toi, quels sont tes poulains, si on doit faire un petit peu des pronostics ? Peut-être des gens qui jouent au paris sportif qui nous écoutent. Selon toi, quelles sont nos meilleures chances de médaille ? C'est vrai que dans les médias, ça tape pas mal sur les athlètes, pas seulement les athlètes dans l'athlétisme, au judo, à la boxe. C'est vrai que ça, voilà, il y a un petit peu un French bashing sur les athlètes en disant limite à quoi ça sert quand on envoie des Français, on va juste être spectateur de nos propres JO. Toi, quelle est ta perception par rapport à ça ? Est-ce que tu penses qu'on a quand même des chances de ramener des médailles ? On se souvient malheureusement des derniers championnats du monde où ça a été extrêmement déceptif. Ouais, alors moi je pense que j'avoue que j'étais très déceptif, enfin très peu pessimiste. Très peu optimiste et donc très pessimiste voilà, il y a 2 ans. Et aujourd'hui, je vois une génération qui est vraiment dans une très belle évolution. Alors, on a des disciplines phares qui sont toujours là. On sait qu'on est quand même bon sur les haies, que ce soit chez les garçons. On a vu encore juste Koumaté qui cartonne. Willem Bellossian qui aurait pu faire un gros truc cet hiver aussi. Il y en a plein d'autres. Sacha, évidemment, s'il arrive à nous faire aussi une belle saison. Il y a plein d'athlètes sur les haies qui peuvent vraiment nous... Moi, on pourrait presque aller chercher 3 garçons en finale des JO. Alors après la médaille, là, c'est une course, on sait que tout peut se faire. Il y a des épreuves comme la perche où on a aussi une capacité, un vivier depuis des années. On a aujourd'hui 5 Français qui peuvent faire plus de 5,75. Donc ça, c'est des chances de médaille. Maintenant, le sprint, comment va le sprint français, le 100, le 200 mètres ? On se souvient, Christophe Lemaitre aussi, qui avait décroché cette médaille inattendue, sa dernière médaille, Jimmy Vico. Voilà. Où est-ce qu'on en est un peu du sprint français ? Moi, je t'avoue qu'étant passionné de fond, demi-fond, je suis un petit peu moins l'actualité du sprint. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on a encore des sprinteurs français capables d'aller faire des finales, voire même de décrocher des médailles ? Alors aujourd'hui, je ne veux pas du tout leur mettre le chat noir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le sprint français
va pas hyper bien. On n'a pas des grosses têtes d'affiche comme on a pu l'avoir à l'époque de Christophe ou même de Jimmy et d'autres. Chez les filles, ça commence un petit peu à pousser. On a Orliane qui a fait une très belle saison. Il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. En fait, on a une génération assez jeune qui, je pense, ne sera pas encore complètement mature au jeu, mais qui va prendre toute son ampleur et qui, à mon avis, dans 4 ans, à Los Angeles, pourra être vraiment performante. Sur le 400, ça descend. Sur le 4H, ça descend aussi. Sur le 100, le 200, on a des performances qui progressent. Chez les espoirs, chez les juniors, ça a été un carton l'année dernière. Mais on n'est pas encore au niveau mondial. Honnêtement, si on a une finale, ça sera déjà très bien, je pense. On peut aussi espérer peut-être le relais. On l'a vu ce dernier championnat du monde, le relais, ça nous avait porté chance. Le relais, c'est toujours très apprécié téléspectateurs parce que c'est l'esprit d'équipe. Ça fait du bien ces images-là. Et puis nous, en tant que téléspectateurs, on se prend toujours au jeu. On se souvient au championnat d'Europe, ces émotions des épreuves de relais. Est-ce qu'on va avoir du spectacle là aussi, à ton avis ? Alors la grosse force de l'équipe de France là-dessus, c'est qu'elle prépare ces événements. Contrairement à pendant des années, les Américains, les Jamaïcains qui ne préparaient pas les relais. Nous, on prépare les relais depuis des années. Je connais bien la team relais. Ils se retrouvent, ils font des rassemblements, ils préparent vraiment la saison. Et ça se ressent en fait sur la piste, déjà par rapport à l'engouement, par rapport à la volonté, la cohésion, par rapport à la fluidité des passages. On a toujours été bien meilleurs. Même quand on avait 4 athlètes qui rentraient même pas en finale des mondes, on arrivait à obtenir une médaille dans le relais. Alors qu'on a des pays qui avaient 3 ou 4 qualifiés en finale et qui eux n'arrivaient même pas à monter sur le podium. Ça prouve aussi qu'il y a tout un travail de fait. Les Français bossent. Moi, je voudrais saluer et féliciter toutes les têtes de l'équipe de France. Une énorme majorité de l'équipe de France bosse hyper bien et est vraiment très, très investie pour faire le maximum. Maintenant, on sait aussi, et beaucoup de personnalités l'ont dit, on n'a pas un contexte français qui fait que le sport permet un vrai développement. Qu'est-ce qui manque justement selon toi ? Alors, on a tous un petit avis sur la question. Ça n'engage que toi, que nous. Qu'est-ce qui manque, toi, selon toi, pour avoir ce petit truc en plus qui peut nous permettre parce que les talents, on les a. Je veux dire, tu le dis, les niveaux de performance. On voit aujourd'hui sur marathon, en Europe, on a une densité de marathoniens qui est incroyable. Tu l'as dit sur les S, c'est aussi exceptionnel. On a eu aussi des sprinteurs parmi les meilleurs d'Europe. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour retrouver un peu ce goût de la médaille ? Moi, je pense que ce qui nous manque, c'est à la fois de faire confiance à nos sportifs et de leur donner les moyens. En fait, aujourd'hui, on voit il y a énormément d'athlètes qui sont en galère, qui passent leur temps à essayer de trouver à droite, à gauche des aides, des choses comme ça. On voit que dans d'autres pays, il y a des vrais fonds qui sont mis pour ça. On laisse le temps aux athlètes de se préparer pleinement. Manon Trapp, je crois, dans votre podcast il n'y a pas longtemps, le disait. Elle commence à peine à s'en sortir avec son sport. C'est l'une des meilleures marathoniennes en France. Et c'est vrai que ça avait surpris beaucoup nos auditeurs qui nous ont écrit en nous disant « Mais je ne comprends pas comment une triple championne de France de cross, l'une des meilleures sur marathon, elle va certainement décrocher peut-être, on sait ce qu'on lui souhaite, le record de France, même si Méline sera dure à battre. Et on se dit, mais comment aujourd'hui, c'est ses parents, elle nous l'a dit, c'est grâce à ses parents qu'elle arrive à vivre. C'est quand même... Manon, elle est hyper jeune, on se connaît bien, parce qu'on se connaît depuis des années, Manon, même quand elle était plus petite. On voit qu'elle a un parcours qui est quasi idéal, tout fonctionne bien pour elle. Et malgré ça, en fait, on voit que c'est hyper compliqué. Aujourd'hui, une fille comme ça qui est si jeune et qui a un potentiel aussi fort... Ceinture noire de judo, qui a une carrière exceptionnelle. On devrait lui mettre en fait un chemin beaucoup plus simple, alors que là, elle a encore des obstacles à franchir. Elle fait pas du steeple, mais pourtant, elle a quand même des barrières à franchir dans sa préparation. Et c'est vrai que ça, c'est compliqué. Je pense qu'il y a ça. Et puis après, il y a une culture générale, même de l'école. Enfin, moi, j'ai été enseignant et je me souviens très bien, les parents, les élèves, dès qu'il y a sport, oh non, il y a sport. Mais à un moment donné, mais le sport, ça doit être tellement joyeux, tellement une école de vie. Malheureusement, à l'école, je crois que c'est pas assez fait et ça nous manque un peu. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'être intervenu sur le podcast. Ça a été un plaisir de te recevoir. On peut te retrouver, bien sûr, dans le 94. Quelle rue, d'ailleurs, si tu veux faire un petit peu? Allez, c'est le moment. C'est 32 avenue du Général Leclerc à Maison-Alfort. Donc on aura le plaisir de retrouver tout le monde. Je rappelle qu'on a le plus grand choix de produits d'athlétisme d'Europe. Si vous cherchez des pointes, si vous cherchez de l'équipement d'athlètes, si vous cherchez des équipements dédiés à la performance, c'est la Mecque. Voilà, on va pas se mentir. Et puis parmi les équipes, je le redis, c'est important, on a des sauteurs en hauteur, des lanceurs, des coureurs. Les gens sont servis par des vrais spécialistes, quoi. Merci infiniment Jean-Baptiste, merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve dès vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. À très vite. Merci beaucoup, au revoir.